Chers collègues, je viens vous présenter les résultats qu'on a obtenus avec le post-traitement, avec le software procuré par Olia. En fait, c'est la partie la plus facile d'aujourd'hui parce qu'il ne faut plus rien faire. C'est le software qui fait tout. Je vous parle des résultats qu'on a fait en pathologie cérébrale intracrânienne, donc le stroke. Le stroke, c'est, comme vous savez, pas quelque chose qui est rare. Donc, c'est à peu près 130 000 patients en France chaque année. Et on sait déjà depuis une vingtaine d'années qu'on peut injecter ou utiliser la thrombolyse intraveineuse. Il y a d'autres groupes, comme aussi chez nous, qui utilisent le bridging therapy, qui est une combinaison de bridging therapy, c'est l'intraveineux et l'intra-artériel. Pour tout ça, on peut se demander, est-ce que c'est intéressant de faire de l'imagerie? Parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire de l'imagerie? Enfin, comme radiologue, vous ne doutez pas que je suis convaincu qu'il faut faire de l'imagerie. Il y a une étude qui date déjà de 2016, que vous connaissez tous, qui a le Diffuse Study. Il y a deux profils de patients. Il y a un patient qui va en bénéficier de traitement intraveineux et des patients qui ne vont pas en bénéficier. Le problème, c'est qu'il y a tellement de publications et chaque publication, c'est une autre méthodologie. Donc, on a dû choisir, on a introduit le software de Olia, on a dû choisir ce qu'on allait faire. Enfin, ce n'était pas très difficile. On est lié à un wake-up study trial, donc les patients qui viennent le matin et qui se réveillent avec un AVC, on est obligé de le mettre ou de l'inclure dans le wake-up study. Le wake-up study, côté imagerie, c'est un peu bête. Donc, on fait une T de flair et une diffusion. S'il y a une lésion de diffusion et pas de lésion sur le T2 flair, on considère que la lésion a un âge de moins de 4 heures. Vous voyez ici un patient à T0, diffusion positive, et puis le T2 flair, il n'y a pas de lésion sur la même localisation. On fait un contrôle 24 heures par après et on voit qu'il y a une lésion sur le T2 flair. Donc, le problème, c'est avec un study que c'est une étude en double aveugle. Donc, ça veut dire que je crois que ce patient a eu du placebo et pas de l'antiplase. CT-perfusion. La CT-perfusion a des avantages et surtout des désavantages. Les avantages, c'est que chez nous, c'est disponible 7 sur 7 et 24 sur 24. Je crois qu'il y a plusieurs centres où la résonance n'est pas encore disponible 24 sur 24. C'est pourquoi on a choisi pour les autres patients de faire sur CT-perfusion. La CT-perfusion, on est un groupe de 18 radiologues et vous savez, il y a toujours des problèmes, surtout pendant la nuit, parce qu'il y a toujours des radiologues qui croient qu'ils savent mieux que le software et qui font des comptes rendus qui ne sont pas compatibles avec le software. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste optimaliser tout et puis automatiser. Heureusement, il y a des protocoles, des études que vous connaissez, l'étude de Campbell, qui a démontré que la CT-perfusion, les résultats de CT-perfusion sont aussi valables que les études de diffusion et perfusion. La lésion, c'est très facile. Vous avez une RCBF de moins de 40 millilitres, un Tmax de plus de 2 secondes. La région hypoperfusée, c'est le Tmax à plus de 6 secondes. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre dans le software Olia et que tous les traitements sont faits de manière identique. Ça, c'est en néerlandais. C'est pour confondre un peu avec le protocole qu'on fait. On n'a rien inventé, on a juste copié le protocole de Karolinska, de l'Université de Karolinska. Donc, ce qu'on fait, c'est un hélical CT sans contraste, puis la perfusion avec 40 millilitres à 4 secondes par cc par seconde, puis une CT angio, et puis encore une CT en hélical après contraste. Pour le CT angio, on injecte encore 70 millilitres de contraste à 4 cc par seconde. Puis tout est envoyé automatiquement. C'est le software de Olia qui capte la série et reconnaît la série de perfusion et c'est automatiquement transféré à un PC indépendant. Et après,
dans quelques secondes ou quelques minutes, mais disons plusieurs secondes, vous avez déjà les cartographies paramétriques. Ça veut dire que les images paramétriques sont plus vite plutôt sur le PAX que les dernières images du CT. Donc ça va vraiment vite. Vous voyez ici, ce qu'on fait, c'est l'hélical, juste pour vous montrer que la CT-perfusion, c'est seulement fait sur la région de la cérébrale moyenne. Dosimétrie, c'est un protocole assez élaboré. Côté dosimétrie, on est à peu près à 3000 mg par centimètre, ce qui n'est pas rien, mais en fait, compte tenu de l'âge du patient et compte tenu de la sévérité de la maladie, je crois que ça va encore. Il faut quand même deux secondes sur les méthodes de déconvolution. Vous savez que Olia travaille avec la méthode bayésienne. On a vu que c'est la meilleure méthode, mais en automatique, ça ne marche pas encore. En fait, ça marche et on peut l'utiliser, mais il n'y a pas encore de seuil validé, donc ça reste quand même un problème. Donc, juste pour voir la différence, et c'est pourquoi, pour savoir pourquoi il faut utiliser le bayésien, vous regardez à la MTT, une occlusion de l'artère cérébrale moyenne gauche. Vous voyez très bien sur la bayésienne en MTT, la lésion. C'est moins visible sur le OSVD et c'est encore moins visible sur le standard. La même chose pour le CBF. On a fait 50 patients, en fait on a fait 70 jusqu'à maintenant, mais il faut, comme le professeur Lebihan a dit, un peu de recul pour savoir ce qu'on fait. Il y a, dans les 50 premiers patients, il y a 41 avec un match qui le CTA comparé avec le CT après 30 jours. Ce qui est le plus intéressant, naturellement, ce sont les 9 où il n'y avait pas de corrélation. Les 9 qui n'y a pas, 2 avaient étaient dus aux artefacts de mouvement. Il y a un patient où le software a reconnu une ancienne zone non récente encéphalomalacie comme une lésion. Et il y a 6 patients où je n'avais pas d'explication. Ce qui se passe, donc, la première chose que vous obtenez avec la méthodologie offline, c'est le arterial input function et le venous output function. Comme ça, vous voyez très bien que l'injection était comme il faut et que vous pouvez utiliser les cartographies paramétriques par après. Vous voyez ici, juste un cas de routine. Donc, vous voyez TTP qui est allongé ou qui est trop grand. Et vous voyez ici les résultats. En bleu, c'est la région hypoperfusée. Et en rouge, c'est la région qui est susceptible de devenir un infarctus. Patient de routine, et vous voyez ici, on a fait de contrôle 2 jours, non, 36 heures, excusez-moi. On a fait un contrôle, et vous voyez sur la lésion qui était un peu plus en avant, il reste quand même, après thrombolyse intraveineuse, des petites lésions, un peu plus en arrière que la hypoperfusion. Ce qui nous manque un peu encore dans le offline, c'est le CT angio. Le CT angio, ça devient de plus en plus important pour plusieurs raisons. Le cercle de Willis, parce qu'on fait aussi des thrombectomies, comme dans plusieurs centres de stroke, il reste quand même l'indication pour faire un cercle de Willis, ce n'est pas encore faisable en routine clinique parce que ce n'est pas encore automatisé. Donc, l'évaluation des artères carotidiennes a aussi l'avantage, si vous faites une thrombectomie, c'est quand même intéressant de savoir si vous pouvez passer la bifurcation sans problème ou pas. Ce qui est encore plus important, c'est que si vous regardez, il y a des sténoses sur les artères carotidiennes, vous risquez d'avoir un pénumbra faux positif. L'artère vertébrale et basilaire, parfois c'est difficile de faire un diagnostic dans la fosse postérieure. Et ce qui devient de plus en plus important, c'est la circulation collatérale. Ici, un patient, vous voyez bien, avec une occlusion de M1 à droite, avec une hypoperfusion, région hypoperfusée, presque tout l'hémisphère droite, avec des régions susceptibles à devenir des infarctions. Et puis, vous avez le CT angio, vous voyez bien que vous passez facilement. Et puis,
vous continuez, vous faites la thrombectomie, comme vous voyez ici, avec un bon résultat. Mais le contrôle, l'examen d'IRM de contrôle montre quand même une lésion assez élaborée et assez grande, et c'est quand même une surprise. En fait, je dois quand même avouer que le patient, cliniquement, allait très, très bien. Cas 2, le faux positif, ce qui est très important, et juste pour vous montrer, c'est un cas où il y a une hypoperfusion de l'hémisphère gauche entière, et puis, si vous regardez le CT angio, il y a une sténose assez importante post-bulbaire à gauche, ce qui explique le problème. La même chose, il ne faut pas de déconvolution pour voir ça. On a vu, la TTP est prolongée. Chez un autre patient, il y a aussi une sténose assez convaincante. Et vous voyez que le MTT était normal. Donc, c'est quand même intéressant de voir la TTP, même en post-traitement. La circulation collatérale, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Ce sont 2 cas de chez nous. Vous voyez en fait à peu près la même maladie. C'est une occlusion du M1 à droite et une occlusion, disons en aval, du M1. Un peu plus tard, le scanner, vous voyez qu'il y a déjà de l'infarction de l'œdème. Mais si vous regardez après le lendemain, vous voyez que la lésion est assez restreinte dans le premier patient, et c'est dû au recrutement de la circulation collatérale. Dans un patient où il n'y a pas de circulation collatérale, disons que le pronostic est moins bon. Il y a un papier qui date de mai 2014, donc c'est encore assez récent, où on a vu que c'est très important. Non seulement ça vous donne du temps pour agir les collatéraux, vous donne du temps, mais aussi c'est un facteur pronostic assez important. Donc ça veut dire que si vous avez déjà un infarctus, il va augmenter plus chez les patients qui n'ont presque pas de collatéraux. Bon, un dernier cas avant le lunch, c'est juste pour montrer qu'il faut toujours être vigilant. Ça, c'est un patient, enfin un collègue en fait, de 65 ans, un chirurgien, qui descend du bloc opératoire et me dit « Patrick, je suis sûr, je suis en train de faire un AVC. Il faut me faire une CTP. » Enfin, les chirurgiens ont toujours raison, donc on fait un CTP. Et ce que vous voyez, ce sont des petites lésions assez restreintes, de hypoperfusion, et sur d'autres coupes, il y a des lésions disons, susceptibles de devenir des infarctus. Enfin, tout va très très vite. Le neurologue descend, le neurologue voit les résultats et il décide d'injecter et de faire un traitement avec la thrombolyse intraveineuse. Après 24 heures, le patient ne va pas mieux, au contraire, et on voit une hémorragie de l'autre côté, donc, enfin, assez embêtant parce que c'est un collègue. Et on fait quand même, pour être sûr, on fait encore une résonance le lendemain, et ce qu'on voit, c'est naturellement la lésion hémorragique, mais aussi on voit un infarctus cérébellaire. Ça veut dire qu'il y a des artefacts en CT perfusion. Les artefacts, on doit surtout être sûr que les régions qui sont susceptibles de devenir des infarctus sont dans une région hypoperfusée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours récapituler avant de lire les images de CT perfusion, surtout chez un collègue. Vous savez que les Américains sont en train, entre eux, à discuter entre le stroke, ce sont les 4 P ou les 5 P. Hein, ça veut dire naturellement le parenchyme, les vaisseaux, le pénombre et la perfusion, et aussi prévention de complications. Enfin, je crois que le plus important, c'est la petite S, donc pas les 4 P ou les 5 P, c'est la S. Et la S, pour moi, c'est du speed, la vitesse. Donc, parce que chaque minute, on perd 80 millions de neurones. Donc, pour être assez vite, donc il faut avoir un software qui est totalement automatisé, 24 sur 24, et c'est là que la compagnie Olea vient nous aider pour achever ce résultat.
Et par ça, je vous remercie bien pour votre attention.